Ça va, mon amour? Dis-moi, pourquoi on se marierait pas? Bah, c'est ce qu'on fait quand on s'aime. On est bien, donc on change rien. Tu sais, la famille, la robe, la mairie, la fête... Non, mais on s'en fout du décorum. Juste toi et moi. Nos témoins, ma fille, ton frère. Je suis désolée, Philippe. Je suis peut-être une sorcière féministe, mais le mariage, c'est vraiment pas mon truc. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, Vidal, il en veut pas de l'union. Pour l'instant. Enfin, pour l'instant, il vous snob royalement. Mais il prend le temps de réfléchir. Il a raison. C'est pas un engagement à prendre à la légère. Quand vous demandez quelqu'un en mariage, faut savoir être patient. Si vous tournez les talons sous prétexte qu'on vous dit pas oui dans la seconde, pardon, mais c'est pas la plus grande des preuves d'amour. Au contraire, faut montrer toute sa détermination, toute sa passion, et attendre sereinement, sûr de la force de votre destin commun. Surtout ne jamais brusquer l'autre. Toujours le laisser cheminer tranquillement, jusqu'à ce qu'il dise oui. C'est tout. La semaine dernière, nous avons étudié les métaphores du gouvernement. Aujourd'hui, j'aimerais passer du gouvernement des autres au gouvernement de soi. C'est une idée chère à Platon selon laquelle seul le philosophe peut être roi. Pourquoi? Parce que seul le philosophe est pleinement maître de lui-même. Seul le philosophe a mis de l'ordre en lui-même et est capable de se maîtriser, ce qui est la condition minimale pour pouvoir diriger les autres. Mais une telle idée ne va pas sans poser problème. En effet, l'idée de gouvernement, vous vous souvenez, implique que l'on gouverne, que l'on dirige les autres. Or, il semble que quand on parle de gouvernement de soi, il n'y a pas cette altérité. Il n'y a pas cette altérité qui fait qu'on peut se gouverner soi-même. Alors, quel sens donner à cette expression? Et puis, dans un deuxième temps, comment concevoir, à l'aide toujours de métaphores, ce gouvernement de soi? Si vous vous souvenez de la semaine dernière, on a dit que gouverner, c'est diriger. Or, pour diriger quelque chose, il faut en connaître la direction, le sens. Qui trouverait que la question du sens de la vie comme signification n'est pas une question essentielle? Et qui n'est pas d'accord pour dire que c'est qu'une fois qu'on a trouvé le sens de sa vie, qu'on est capable, dans un second temps, de lui donner sa direction? Que la signification de la vie permet de donner la direction, et c'est pour ça qu'il y a un commun terme qui est le sens de la vie. Alors, première idée, s'il faut diriger sa vie, il est bien question de quelque chose d'avoir comme un gouvernail dans sa vie pour savoir où l'on va. Enfin, il n'y a pas en nous quelque chose qui est monolithique, qui est unique. Il y a des passions très différentes. La passion de l'argent, le désir d'être reconnu, le désir de réussite, la crainte de l'échec, la crainte de la maladie, la crainte de la mort, peut-être le désir d'aimer et d'être aimé, peut-être encore le désir d'une connaissance intellectuelle, d'une découverte culturelle, peut-être tout simplement le désir de Dieu, la vie éternelle, la peur d'un enfer, que sais-je. Il y a en nous un très grand nombre de passions différentes, et ces passions, elles touchent toutes les dimensions de l'existence. Elles touchent évidemment quelque chose qui est de l'ordre peut-être le plus corporel, le désir de bien manger, la peur de ne pas pouvoir manger, de bien dormir, de bien boire, quelque chose de plus affectif ou sentimental, le désir d'avoir des amis ou peut-être même d'avoir des amours, et puis quelque chose aussi de plus spirituel, le désir d'une vie culturelle, d'une vie spirituelle, que sais-je. Et donc on voit que la vie de désir est multiple en nous et ça s'accompagne souvent de crainte. Or un désir, si c'est toujours ce qui marque la poursuite d'un bien qui nous manque, en même temps un désir contient des forces. Si le désir est suffisamment puissant, on est prêt à déplacer des montagnes pour lui, et c'est bien là le moteur de toute existence. Souvent, c'est un désir qui fait naître le mouvement. Et puis, il y a aussi des forces qui, au contraire, sont des forces de résistance. Quand on est en colère, on est capable de se maintenir dans un état très fort pour ne pas céder à une force qui nous est contraire. On est capable donc de résister à des événements extérieurs. L'ensemble de ces forces, de ces désirs, de ces craintes, ça fait une très grande diversité. Or, tout le monde sait que cette diversité peut se présenter chez l'homme d'une manière un peu chaotique, un peu désorganisée. Et que mener sa vie, mener sa barque, c'est nécessairement essayer de réfléchir comment organiser ces différentes forces. C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. La première métaphore, qui est justement récusée par Descartes, et c'est pas inintéressant que ce soit Descartes qui la récuse, c'est celle selon laquelle la raison serait dans le corps comme un pilote dans un navire. C'est-à-dire que par la raison, nous aurions un calcul de toutes les forces et à travers ce calcul de forces, nous saurions comment agir. Au fond, la raison serait extérieure
à ce corps et le dirigerait comme une espèce de tyran, tiendrait le gouvernail comme un tyran. Or, ça, ce n'est pas le cas. On ne peut pas imposer à ces forces des directions totalement opposées. On ne peut pas agir contre ces forces. Et c'est là la métaphore politique du gouvernement de soi. La multiplicité des forces nécessite de savoir négocier, de savoir trouver un équilibre, de savoir mener les uns sans trop contrarier les autres, de savoir accepter les uns pour laisser la place aux autres, etc. C'est pour ça que la vie intérieure est une vie qui est politique. Et c'est pour ça que les images que nous avons prises pour la politique ne sont pas inutiles pour savoir quel gouvernement on veut appliquer à soi. Alors la deuxième métaphore, elle est extrêmement célèbre, elle nous vient de Platon dans le Phèdre. Platon compare l'âme humaine à un attelage ailé composé de 2 chevaux et d'un cocher. Si cet attelage est ailé, c'est que l'âme humaine est capable d'aller jusqu'au divin. C'est que l'âme humaine est capable d'aller jusqu'à quelque chose qui est intemporel, qui dépassera les limites de notre vie terrestre, qui laissera une trace dans l'histoire au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Il y a quelque chose qui désigne l'éternité dans la vie humaine, dans la connaissance, dans la volonté, dans sa construction. Et puis il y a ces 2 chevaux. Platon affirme que ces 2 chevaux ont des désirs contradictoires, qu'ils partent un peu dans tous les sens. Et ainsi, il explique bien le tiraillement que nous pouvons avoir en nous entre différents objectifs. Et ce tiraillement-là, il doit être réglé par la raison, qui est celle qui est capable de diriger les chevaux dans une même direction. Qui a fait un tout petit peu d'équitation sait bien que il n'y a pas un rapport total d'extériorité entre le cavalier et le cheval. Il faut s'apprivoiser. On peut demander beaucoup à un cheval, à la condition qu'il nous fasse confiance, à la condition que nous ayons confiance en lui, à la condition que nous connaissions son caractère, ses réactions, à la condition qu'on soit capable d'être à son écoute, et alors il sera lui-même capable d'être à notre écoute. Au fond, il y a là une négociation avec les rênes. Eh bien, on négocie précisément les mouvements qu'on peut lui faire faire. C'est ça le rôle du bon cocher. Le bon cocher n'est pas celui qui impose de force une direction qui conduirait le cheval à être juste un moteur à vapeur. C'est celui qui sait donner à son cheval les meilleurs moyens de le conduire là où il le souhaite, qui sait lui faire développer toute sa force, mais qui sait juste l'orienter dans la bonne direction. Mais le cocher est encore finalement très extérieur. Il n'appartient pas de ses forces de l'attelage. Il est comme un poids sur l'attelage. Il est extérieur. C'est pour cela qu'on pourrait prendre une 3e métaphore qui serait librement tirée de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Au fond, la vie de l'âme, gouverner sa vie, c'est être comme dans un orchestre. Le rôle d'un orchestre, c'est de créer une harmonie entre des instruments extrêmement différents. Il y a bien des harmonies différentes, n'empêche qu'il y a cependant des règles d'harmonie. Et cette harmonie, pourtant, n'est pas simplement une question de règles. La première règle dans un orchestre, c'est qu'un instrument ne prenne pas trop le dessus. Parce que si c'est le cas, alors tous les autres ne sont plus là et sont inaudibles. Mais le deuxième élément, c'est que tous ne jouent pas en même temps au même volume, parce qu'alors ça crée une cacophonie. Il s'agit de trouver une juste place à chacun de ces instruments pour que ça participe d'un bien commun. Et tous les chefs d'orchestre et tous les musiciens vous disent souvent il faut prendre le temps de répéter et puis tout d'un coup, quand chacun connaît bien sa partition et qu'on a appris à se connaître les uns les autres et que chacun a trouvé sa juste place, naît quelque chose qui est au-delà de la simple règle, qui est l'harmonie. L'harmonie qui crée la beauté, c'est comme le fruit du travail de chacun. Il y a là le même rapport entre chaque instrument qu'entre des organes dans un être vivant. Les organes sont interdépendants les uns des autres. Le cœur est un organe vital parce qu'il permet la circulation du sang dans les poumons, dans le foie, dans les reins, dans les jambes, dans les pieds, dans le cerveau, dans la bouche, dans le nez, etc. etc. Et le cœur, de la même façon, s'il n'est pas nourri par les autres organes, si le sang n'est pas purifié par les reins, etc., ne fonctionnera pas. Il y a une interdépendance de tous les organes les uns par rapport aux autres, et c'est cet équilibre qu'il faut rechercher pour être en bonne santé. Eh bien l'idée, c'est que le gouvernement de soi, c'est s'appliquer à soi-même les conseils de la santé de l'âme. Trouver le bon équilibre entre tous nos désirs,
entre toutes nos recherches, entre nos craintes, entre les forces, entre les combats qui viennent de l'extérieur évidemment, les circonstances extérieures, pour avoir une vie la plus équilibrée possible et qui conduise à cette harmonie, à cette beauté, et pour l'homme on pourrait dire que c'est la joie ou c'est le bonheur. Alors s'il vous plaît, comme un grand musicien, exercez-vous tous les jours avec vous-même, soyez attentifs à vous pour connaître vos désirs, vos craintes, etc., pour savoir quelle est la place de chacun, comment trouver un équilibre, et ce sera ça pour vous, le gouvernement de soi. La semaine prochaine, ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire une petite histoire des canons. Ça vous dit ?